Bonsoir, Monsieur Kostopoulos. Nous sommes heureux de vous accueillir ici ce soir pour votre conférence intitulée « Le Janus de la Libération, intégration nationale, extension des frontières et réfugiés 1912-1922 ». C'est la troisième et dernière conférence de la série proposée à l'occasion de l'exposition à la Maison de la Grèce 1821-1921, frontières, population, territoire de la Grèce à travers les cartes de l'Institut français d'études byzantines. En effet, nous arrivons presque à la fin de cette exposition qui a été inaugurée le 12 octobre dernier et dont le succès ne s'est jamais démenti. Nous recevons quotidiennement des visiteurs et sur la demande du public, nous avons pris la décision de prolonger de quelques jours encore les visites guidées. Vous aurez donc la possibilité, j'ai dû admettre quelqu'un, voilà. Vous aurez donc la possibilité de voir ces cartes si rares et si instructives sur la naissance et l'accroissement des frontières de la Grèce jusqu'au 9 novembre prochain, des 18h à 20h les jours de semaine et de 15h à 18h le dimanche. J'aimerais rendre tout particulièrement hommage à l'inspiratrice de cette exposition, Madame Vassa Kondouma, sans laquelle rien n'aurait pu être possible. C'est le fruit de son travail minutieux qu'elle accomplit au sein de l'École pratique des hautes études et aussi de ses recherches à l'Institut français d'études byzantines à Athènes. Je dois la remercier doublement puisqu'elle assure les visites guidées 3 jours par semaine. J'aimerais aussi remercier pour leur contribution à cette exposition et surtout pour le soutien logistique, Mesdames Niki Papailiaki, qui est notre secrétaire générale au sein de la communauté hellénique de Paris, historienne et auteure, qui assure elle aussi les visites guidées 3 jours par semaine. Bien sûr, je remercie Marie Roblin, traductrice littéraire de Seneta, mais aussi et surtout responsable de la commission culturelle dans notre communauté. D'ailleurs, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, je vais lui donner la parole pour vous présenter en quelques mots notre invitée. Marie, c'est à toi. Eh bien, merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir et merci de votre présence. Η ελληνική κοινότητα Παρισιού και περιχώρων σας καλωσορίζει, Τάσο Κωστόπουλε. Nous vous remercions chaleureusement de votre précieuse contribution à l'exposition cartographique et plus encore ce soir de votre intervention intitulée, comme la présidente l'a déjà dit, le Janus de la Libération, intégration nationale, extension des frontières et réfugiés 1912-1922. Effectivement, le cycle des 3 conférences prévues et organisées pour encadrer et prolonger cet événement se refermera avec vous, qui avez répondu à notre invitation contre vents et marées. Tassos Kostopoulos, pour dire un mot de notre conférencier, est historien, docteur en histoire de l'Université de l'Égée et journaliste. Il a étudié le droit à l'Université d'Athènes et a soutenu en 2018 sa thèse de doctorat à l'Université de l'Égée sous la direction de Spyros Karavas, que je salue aussi ici, sous l'intitulé suivant « Les partis nationaux et le macédonisme précoce, la dimension politique et sociale du conflit ethnique dans la Macédoine ottomane tardive ». Il a participé à 53 conférences, colloques et ateliers scientifiques en Grèce, en France, en Allemagne, en Italie, en Suisse, en République tchèque, aux États-Unis, au Japon, en Bulgarie, en Serbie, en Allemagne, en Italie, en Suisse et en Macédoine du Nord. Il a publié 34 articles scientifiques en grec, en anglais et en français et a également publié en grec 6 essais historiques. Il a également participé à des ouvrages collectifs.
Depuis 2 ans, il travaille en tant que postdoctorant à l'Institut d'études méditerranéennes de la Fondation pour la recherche et la technologie, IMS Force, dans le cadre du programme de recherche européen RICONTRANS, dont les objets d'études sont culture visuelle, piété et propagande, transfert et réception de l'art religieux russe dans les Balkans et la Méditerranée orientale. Et voici maintenant une brève présentation de son sujet de ce soir. Si la catastrophe de 1922 en Asie mineure et l'échange de population gréco-turque dans son suivi ont radicalement transformé la carte ethnologique des deux côtés de la mer Égée, scellant un siècle entier d'irrédentisme balkanique, de changement de frontières et de mouvements de population. Le coup d'envoi de ce changement radical avait été donné exactement une décennie plus tôt lors des guerres balkaniques de 1912-1913, avec toutes les convulsions qu'elles ont entraînées, soit une décennie de guerres successives redessinant des frontières interétatiques dans les Balkans et en Asie mineure et provoquant aussi des flux de réfugiés, petits et grands, dans toutes les directions. L'objet de cette intervention est de décrire brièvement ces deux processus parallèles dans lesquels la libération et l'intégration nationale des uns se sont généralement traduites par l'expulsion et l'exil des autres. La conjonction du portrait, fut-il brossé à grands traits, de notre conférencier et des troubles profonds de la période suscite si vivement notre intérêt et notre curiosité que je cède immédiatement la parole à Tassos Kostopoulos. Αγαπητέ κύριε Κωστόπουλε, έχετε το λόγο. Λοιπόν, κύριε Κωστόπουλε, τώρα μπορείτε να κάνετε partage d'écran, αν θέλετε πρώτα να πείτε 2 λόγια. Je vous remercie de mon cœur pour cette invitation. Je m'excuse aussi pour mon français qui est parfait. Il est loin de parfait parce que je ne l'utilise pas, je ne l'ai pas utilisé beaucoup ces dernières années ou plutôt ces dernières décennies, mais peut-être on va perdre quelques petits détails, mais je vous remercie encore une fois et on commence. Voilà. Faites plein écran. C'est bien? Voilà, c'est parfait. Bien. Donc, je commence. Entre 1830 et 1912, la Grèce a presque doublé sa surface sans recours à la guerre. La seule guerre déclarée contre l'Empire ottoman, celle de 1897, ainsi que l'insurrection crétoise de 1866-69, la seule révolte de l'irrédentisme grec digne de son nom pendant le XIXe siècle, ont été, comme on connaît très bien, des échecs. En fait, tous les succès de l'irrédentisme grec pendant ces 8 décennies ont été dus à la position diplomatique du royaume grec pendant les crises successives de l'Orient. Et malgré les apparences, serait aussi le même pour la décennie guerrière des années 1910. Donc, l'étendue du premier État grec, celui des années 830, c'est bien connu. Et on connaît aussi qu'en 1864, ce royaume s'est agrandi pour la première fois
en incorporant les îles Ioniennes, jadis britanniques. Officiellement, c'était un cadeau de Londres au nouveau roi grec Georges Ier, mais en réalité, il s'agissait d'une entreprise de ce qu'on appelle aujourd'hui ingénierie démographique, bien particulière, bien sûr. C'est-à-dire l'inoculation d'une population fortement occidentalisée, celle des îles Ioniennes, à un royaume dominé encore par la culture traditionnelle orthodoxe de Miletirum, et donc instinctivement plus proche à la Russie, comme l'a prouvé la guerre récente, alors de la Crimée. Et aussi, on essayait de répondre à des mouvements pro-union de certaines de populations de certaines de ces îles. Ici, on voit une affiche placardée à Zakynthos pendant la visite de Gladstone. Là, je l'ai trouvée aux archives du ministère des Affaires extérieures grec. C'est une des premières affiches qui sort, je crois. Donc, en 1881, l'annexion de la Thessalie et de la région de l'Alta en Épire du Sud était la récompense de la Grèce par les puissances occidentales pour sa neutralité récente pendant la grande crise de l'Orient des années 70. Quand tous les Slaves balkaniques chrétiens ont pris les armes à côté de la Russie ou étaient protégés par elle. De 1912 à 1922, au contraire, cette décennie fut pour la Grèce une période de guerre plus ou moins ininterrompue. Le royaume a été doublé, puis triplé, en entendu, avant de subir la première défaite catastrophique de son histoire en Asie mineure. Une tragédie qui a mis fin à la grande idée de presque un siècle. Il faut noter qu'à sa version originelle, celle des Balkans helléniques, cette grande idée ne s'intéressait en fait pas beaucoup à l'Asie mineure, considérée comme la patrie asiatique des Turcs. Ce concept de faire les Turcs retourner à l'Asie d'où ils sont venus. L'objet principal était une Grèce balkanique, plus ou moins élargie, ça c'est moins. Ici, on voit les représentations cartographiques principales de ce projet par des maisons européennes, mais en fait préparées par des cadres de l'État grec, Ioannis Gennadios, l'ambassadeur à Londres, et Constantin Paligopoulos, qui était pas seulement le créateur de la conception moderne de l'histoire grecque, et aussi un prof à l'université, mais aussi le chef de ce qu'on pouvait considérer comme des services secrets grecs à l'extérieur. Σύλλογος Προδιάδος των ελληνικών γραμμάτων, le σύλλογο pour la dissémination des lettres grecques, qui était le chef d'un réseau des agents dans tout l'Empire ottoman ou dans sa partie qui intéressait la Grèce. Et le problème principal de la réalisation de ce projet a rencontré pourtant pendant la seconde moitié du XIXe siècle, un obstacle de sorte ethnologique, c'est-à-dire les Grecs purs, c'est-à-dire grecophones, on les appelait comme ça dans la correspondance étatique de l'époque, Katharous Έλληνας, c'est-à-dire grecophones, qu'aucun nationalisme rival ne disputait, étaient dispersés au long du littoral égéen, sans former de populations denses dans l'intérieur de la péninsule. Toutes les cartes de provenance européenne de l'époque, qui étaient tous basées sur une identification de la nationalité avec la langue maternelle de la population, témoignent cette vérité amère pour les nationalistes grecs de l'époque. Ici, on voit Hemingway, les gens, l'allemand Kiepert, qui était l'autorité par excellence de l'époque sur la cartographie, et deux anglaises
touristes, on peut dire, aujourd'hui, de l'époque dans l'Interland balkanique. Même Simvem, qui était considéré comme favorable aux aspirations grecques, si je ne me trompe pas, il était aussi payé, mais je ne suis pas sûr, par les siloques grecs de Constantinople, je ne suis pas sûr, et est d'accord avec les autres sur ce point. Le fait, c'est-à-dire que les populations grecophones s'allongent au long de la littorale de l'Égée, ils sont plus denses en Thrace orientale, mais ne constituent pas une part considérable à l'intérieur balkanique. Vous avez certainement observé que l'épicentre de cette dispersion problématique se trouvait en Macédoine. Une vraie trou de gracophonie absente qui allait de l'Aliakmonas, vous voyez mon assesseur, d'Aliakmonas jusqu'à la Thrace, avec l'exception notable de la péninsule de Chalkidiki, qui était complètement grécophone et presque complètement chrétien orthodoxe aussi, c'est-à-dire grec de tous les aspects. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, les Slaves qui habitaient l'Interland macédonien étaient universellement considérés par les cartographes européens comme bulgares. Vers la fin du siècle, cartographes et diplomates européens ont pourtant pris graduellement conscience de ce qu'on appelait en ce temps-là la conscience liquide d'une grande partie de ces populations. Le fait qu'ils changeaient de nationalité de temps en temps. En fait, qui reflétait des réalités complémentaires. La première était la distance sociale qui augmentait, grandissante, entre les Bulgares de la Bulgarie autonome, en fait indépendante dès la fin des années 70, et leurs compatriotes restés sous domination ottomane. On avait des situations réelles totalement différentes. Donc, la conscience des deux populations a commencé de s'éloigner. Et second, le fait que la lutte entre les nationalismes rivaux parmi cette population slavophone de Macédoine, qui était la pomme de... je ne me rappelle pas comment on appelle en français. La pomme de la discorde. La pomme de la discorde des différents mouvements nationaux a pris la forme d'une lutte entre partis nationaux, politica comata. C'est comme ça qu'on les appelle dans le discours politique national de l'époque, parti grec, parti bulgare, parti serbe, et enfin, un parti macédonien pas très clairement défini, plutôt une tendance du parti bulgare distant. Dès le début du XXe siècle, et surtout pendant les années 1910, la conception d'une nationalité distincte des Slaves macédoniens, propagée surtout par le géographe serbe Jovan Cvijić, fut généralement acceptée. On voit ici diverses cartes ethnologiques des années 1910 qui sont tous basées sur le carte de Cvijić. La même conception des Slaves macédoniens comme un groupe à part a été aussi adoptée par le géographe grec semi-officiel du gouvernement Venizelos, le professeur de l'université Georgios Soteriadis, ainsi qu'il accepte aussi ce fait réel de l'absence ou de l'élément grec dans l'intérieur balkanique. C'est en carte préparée pour la conférence de paix en 1919, qui concrétise la position du gouvernement de Venizelos. Soteriadis a préparé aussi les statistiques que le gouvernement de Venizelos a utilisées
dans les conférences de la paix en cette époque. Avant les guerres balkaniques, la propagande cartographique grecque évitait naturellement soigneusement toute référence aux communiqués linguistiques des régions convoitées. On estimait, par exemple, l'appartenance ethno-confessionnelle, même si ça changeait constamment, comme on l'a dit, à grande échelle. Ici, on voit les cartes majeures propagées par la diplomatie grecque. Et on voit par Kazakh ottoman l'élément prépondérant. Il y a des versions de la statistique grecque, ça c'est la statistique grecque, la statistique turque, je n'ai pas trouvé son origine, et les statistiques bulgares de l'époque. Mais aussi à l'échelle de villages, on voit ici, je ne peux pas trouver ces cartes du même auteur, de Kodoyanis, en couleur. On souligne des couleurs différentes d'une envergure qui correspond à la taille du groupe national dans chaque village. On voit à gauche cette carte qui est immense, au-dessous d'un vaguemestre spécial, c'est-à-dire directeur de groupe armé grec pendant la lutte dite macédonienne, au consulat de Salonique. Donc, ces cartes n'étaient pas beaucoup distribuées, c'était surtout pour une utilisation spéciale par la machine grecque politique macédoine. On préférait encore plus la carte des écoles, c'est très connu, je crois, indiquant la prépondérance du réseau scolaire grec. Dans ce cas-là, les couleurs aussi étaient soigneusement choisies pour accentuer l'impression de cette prépondérance. On peut observer que le nom de certaines régions, le Sanjak de Drama ou le Sanjak de Steres, sont en couleur. On utilise la couleur rouge pour les Grecs, plus frappant à l'œil, tandis que pour les Bulgares, on utilise le vert qui ne frappe pas surtout à l'œil. On utilise aussi le rouge pour le nom de Sanjak, et on le met dans les régions où il n'y a pas beaucoup d'écoles de villages. Le même truc était utilisé aussi par l'adversaire majeur, par l'Institut géographique de Sofia, dans son carte publiée en 1901, indiquant les villages macédoniens d'après leur langue parlée, cette fois. Ici, c'est une petite partie parce que le carte, je l'ai trouvé à Gennadios, c'est immense. Il ne peut pas être photographié tout entière. Ici, on utilise le noir pour les villages slavophones et en bleu très foncé pour les villages greccophones. Et on peut difficilement distinguer les uns des autres. On voit ici au Casa de Caraferia, c'est Veria aujourd'hui, où il y en a des villages slavophones au nord et des villages greccophones au sud de la Liakmanas. C'est très difficile on doit faire attention pour distinguer si on voit un village grécophone ou slavophone. La répartition réelle des groupes religieux et linguistiques dans la Macédoine d'avant les guerres balkaniques, d'après mes estimations, faites après une comparaison minutieuse de toutes les statistiques qui sont à notre disponible de toutes les provenances européennes, grecques, ottomanes, bulgares, serbes, etc. Ça donne, il y a 1 million de musulmans, un peu moins de 100 000 juifs, et il y a un peu moins de 1,5 million de chrétiens. Ça, c'est une majorité de la population absolue, mais si on distingue les Slaves on parle de toute la Macédoine, Macédoine du Nord actuelle, Macédoine grecque, Macédoine aujourd'hui bulgare et périne, et aussi en partie en Albanie. Les Grecs c'est le plafond, c'est 310 à 320. Les Grecs, grécophones, chrétiens, on dit le grec pur. Donc, la décennie, on passe maintenant des statistiques et du terrain
ethno-linguistique aux guerres de la décennie. La décennie guerrière commence en 1912, comme on connaît, avec la première guerre balkanique, compris des pays de Serbie, Bulgarie, Grèce et Monténégro contre l'Empire ottoman. Une guerre conçue comme entreprise libératrice de frères opprimés et irrédimés par les États chrétiens balkaniques. La Grèce constituait une force plutôt mineure de cette alliance en matière de troupes, mais son avantage majeur était sa flotte qui empêchait les Ottomans de transporter des renforcements de l'Asie au front balkanique d'Izmir à Salonique. Ramasser des troupes par le chemin de fer à Smyrne et les transférer à Salonique et au front balkanique. Les objectifs du premier ministre grec, Elefthérios Venizelos, étaient assez réalistes. C'était profiter de l'alliance balkanique, qui était un fait de facto, pour arracher de l'Empire ottoman tout ce que l'armée grecque pouvait occuper. Hors Macédoine, les objectifs territoriaux étaient l'Épire, la Crète et les îles du côté oriental de la mer Égée, habités tous les trois par une majorité claire de Grecs, population chrétienne grécophone. L'objectif minimum en Macédoine était la zone frontalière grécophone qu'on a vue aux cartes. L'objectif réaliste en Macédoine, c'était d'attendre Salonique et l'incorporation Salonique et ses environs. L'entrée de l'armée grecque à Salonique, le 28 octobre 1912, transférée par l'histoire publique avant 6 octobre pour des raisons de propagande non religieuse, de faire coïncider avec la fête de Saint Démétrios, a justifié cette politique, ce projet, mais la joie n'était pas de ce succès ne fut pas pourtant partagée par tous. L'ancienne garde nationaliste grecque ressentissait cette alliance qui était alliée aux Ottomans pendant la lutte pour la Macédoine, une entreprise comme une turque, faire la police dans un autre pays. C'est comme le roi Georges l'a expliqué au ambassadeur turc en 1904. Il ressentit cette tournure qui mettait en danger le projet d'une balkanique hellénique, totalement hellénique. Donc, Ioannis Iondragoumis, le très connu diplomate, écrivait en son frère, souhaitons que nos pertes, c'est un mois et demi après l'entrée de l'armée grecque à Salonique. À cause de la guerre, c'est l'homme le moins possible. Je n'ai pas beaucoup d'espoir, ni pour Cérès, ni pour Monastir. Et une semaine après, il dit, la guerre, explique, n'était pas inévitable. On pouvait très bien faire sans elle. Notre nation est restée pour des siècles entiers avec les Turcs. Il ne serait donc pas le fond du monde si cette cohabitation durait un peu plus longtemps. Noël 1912, Dimitris Kalergis, c'est l'époux de la sœur de Ionas, le gendre de Stéphanos Dragoumis, écrit à Stéphanos Dragoumis, était le négociateur principal de la Grèce avec les Alliés dans les négociations pour les frontières futures. Et aussi était ministre des Affaires étrangères au passé et consul à Bidana. Il écrit à son beau-père, qui est le gouverneur général de Crète. En ce qui concerne les îles du côté oriental de la mer Égée, je ne comprends pas pourquoi le gouvernement considère leur unification avec la mer patrie comme tellement importante. Les îles seront toujours grecques. Tôt ou tard, elles seront attachées à nous. Pourquoi donc insister tellement sur eux quand on connaît d'avance qu'on va nous prélever en Macédoine tout ce qu'on donne aux îles? Parce que d'après le concept, d'après les règles de l'époque, on aurait partagé les territoires
ancien ottoman, d'après les sacrifices, l'armée qu'on a mis au service de la guerre et aussi, donc, et aussi les populations que chaque État aurait gagné. Stéphanos Dragonis est d'accord, il écrit, il répond à son genre. Malheureusement, tels furent dès le début les fondements principaux de la pensée de l'architecte de ce projet, c'est-à-dire de Venizelos. Un programme de doublement immédiat du royaume grec libre vers le sud et l'ouest et un peu vers le nord, au détriment de notre continuité territoriale vers Constantinople et ses environs. En mai 1913, l'Empire, la Turquie d'Europe, comme on disait alors, appartient au passé. La ligne de l'armistice d'après la traité de Londres, c'est ici. On a décidé de créer un État albanais et tous les autres territoires anciens ottomans vont être partagés par les Alliés. La ligne de démarcation provisoire militaire entre les Grecs et les Bulgares, ça passe par ici. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, vous pouvez? Je n'ai pas de réponse. Oui, oui, et nous voyons la ligne. Oui, mais la lutte pour le partage, la lutte vraie pour le partage avait justement commencé. Ion écrit à son père en février que c'est un secret de Polichinelle que M. Venizelos est trop accommodant avec les Bulgares. Nous avons donc mobilisé les journaux pour soutenir des droits grecs sur les régions de la Thrace et de la Macédoine que le premier citoyen de la Grèce cède sans aucune discussion aux Bulgares, c'est-à-dire sur les provinces de Cérès, de Drama, de Kavala, de Xanthi et de tout le reste de la Thrace occupée par les descendants de Krum, alliés, je rappelle. C'est-à-dire tout le littoral et son intérieur. En 2 mars 1913, on a un débat au Parlement grec sur le but de la guerre et sur ce qui va se passer. Venizelos est attaqué très fortement par l'opposition. Dimitrios Gounaris dit qu'on ne peut pas même imaginer que tout cet espace purement grec, ça c'est vrai, pas vrai, entre les rivières Strimonas et Nestos, qu'aucune raison ne justifie pas sa réclamation par nos alliés, peut être abandonnée d'une façon tellement sommaire. Et Venizelos répond, contre-attaque et dit que des populations grecques vont forcément passer sous domination des alliés, de nos alliés, on parle de Bulgares, mais même si on nous laissait prendre ces territoires, il dit, je n'accepterai pas cette délimitation de nos frontières, car elle serait trop dangereuse pour notre sécurité. Naturellement, quelques mois après, il les a acceptés. C'était un mélange de diplomatie et de géostratégique, parce que Venizelos dit qu'une Grèce si étendue au loin de la littoral serait une Grèce sans épile dorsale. Les Bulgares avaient aussi leur irrédentisme terrible. On voit ici une carte publiée pendant la guerre, première guerre, lors de la nouvelle Bulgarie dans ses frontières naturelles. Toutes les régions slavophones, et pas seulement. On voit la Chalkidike, on voit toutes les régions grecophones du littoral incorporées à la nouvelle Bulgarie. Et on arrive au second guerre balkanique où Grèce, Serbie, la Roumanie et l'Empire ottoman, dans sa phase finale, se battent contre la Bulgarie et la Bulgarie subit une défaite très sérieuse. Pendant cette guerre, on a ce qu'on appelle aujourd'hui épuration ethnique de tous côtés. Là, le centre urbain le plus qui frappait plus, qui était des obstacles à la réalisation de ces projets irrédentistes sont effacés. L'armée grecque détruit la ville de Kilkis aujourd'hui, Kilkis ou Koukouche en ce temps-là, qui était habitée complètement ou presque complètement par des Bulgares, et c'était trop près de Salonique pour être laissé sur place. L'armée bulgare détruit la ville de Cérès, qui était un grand centre
grec est plutôt grécophone, dans sa majorité grécophone, et aussi un centre des cultures grecques, dans une région habitée où la Provence, les alentours étaient habités plutôt par des villageois slavophones chrétiens. Et donc, c'était un obstacle pour le rédentisme bulgare, on l'a détruit. Et l'armée grecque détruit aussi systématiquement les villages slaves de la Macédoine centrale et particulièrement orientale. Il y a une cartographie des villages par l'officier Konstantinos Mazarakis à la veille de la guerre, ou dans les premiers jours de la guerre, on l'a vu dans son archive, où tous les peu de villages qui sont mentionnés comme nôtres sont épargnés de la destruction. La guerre se termine avec des vagues de réfugiés, on voit ces numéros, et après la guerre, cette vague de réfugiés continue, surtout des musulmans, et on a aussi des Grecs qui vont les subsidier venant de la Thrace, de la Bulgarie, de l'Asie mineure, parce qu'on a aussi des persécutions de populations grecques dans ces régions, comme on va voir. La seconde guerre balkanique se termine avec le traité de Bucarest, où tous les États augmentent leur territoire par rapport à l'avant-guerre, mais ceux qui considèrent soit même plus, la Grèce peut-être et la Serbie sont décidément plus favorisés comme en étant en ayant remporté la victoire à la guerre. Les pertes pour la Grèce, c'était une grande victoire qui était acquise avec très peu de pertes. On peut voir ici les pertes des Alliés. Il a 4 fois moins de pertes que la Serbie et qui était aussi victorieuse, et beaucoup moins de la Bulgarie. Et dans l'après-guerre immédiate, l'armée grecque, on a en guérilla une invasion de l'armée grecque en Épire du Nord, l'Albanie du Sud, et aussi une annexion unilatérale de cette région par la Grèce en avril 1916, pas reconnue par la communauté internationale. Mais on a élu des députés en décembre 1915 de ce parlement du roi Constantin quand les vénézuélistes ont abstenu. Dans cette entre-deux-guerres, on a un exode de musulmans, on a de tous les Balkans, de la Serbie aussi, et de la Bulgarie. Et on a ici le numéro. Et on a aussi une persécution des populations grecques en Thrace orientale et en Asie mineure. C'est des régions où on n'avait pas de persécution ou de conflits ethniques dans les années auparavant. On voit la création de l'organisation spéciale turque ottomane, jeune turc, Teşkilat Mahsusa, spécialisée pour le nettoyage ethnique de l'Asie mineure, et elle sera en 1915 le protagoniste de la génocide des Arméniens. On a à peu près 300 000 Grecs quittant la Thrace orientale et le littoral de l'Asie mineure pour se réfugier en Grèce. Et quelques mois après, on a la Première Guerre mondiale. Comme on connaît, cette guerre a vu le plan de partage, le plan secret de partage de l'Empire ottoman par la puissance de l'entente. Ici, on voit le Sykes-Picot Agreement le plus fameux entre eux. Pendant la Première Guerre mondiale, on a l'occupation de la Macédoine grecque centrale et occidentale à l'est de Strimonas par l'armée d'Orient de l'entente, des troupes françaises, serbes, britanniques et russes. C'est une guerre mécanisée, au contraire de ce que c'était les guerres balkaniques auparavant. Et aussi, on a l'occupation de la Macédoine grecque orientale
et de la Macédoine serbe tout entière par l'armée bulgare alliée de l'Allemagne. C'est ici. Tout ça. On a aussi la division de la Grèce provisoire en deux États, vénizéliste pointant au nord avec Salonique comme capitale et royaliste au sud, Athènes, avec une zone neutre au nord de l'Olympe. La Première Guerre mondiale se termine. Venizelos considérait que les acquisitions de guerre balkanique ne pouvaient pas durer pour longtemps si elles n'étaient corroborées par une seconde défaite de la Turquie et de la Bulgarie avec l'alliance, avec la coopération des alliés européens. La traité de Neuilly-sur-Seine en 1919 donne la trace occidentale, je dis bulgare pour quelques années, à la Grèce, et aussi de que la Bulgarie perd une zone frontalière qui va à la Serbie. Et on finit de ce qui se passe au Balkan. En mai 1919, l'armée grecque débarque à Smyrne. Elle est désignée par le Conseil suprême de l'Entente comme force provisoire de pacification de la région. Comme Winston Churchill aurait dit quelques années plus tard, la guerre contre les Turcs, le mouvement kémaliste de résistance aux Alliés, devait être menée par un intermédiaire. Et les guerres menées comme ça par les grandes puissances sont très dangereuses pour l'intermédiaire. Ici, on voit. Le gouvernement vénézuélien revendique une partie de l'Asie mineure considérable. On peut voir la ligne de la démarcation ici. C'est de son mémorandum devant le Congrès de la paix. Ce qui est intéressant, c'est le fait que la population de cette zone était majoritairement musulmane, même d'après les chiffres officiels grecs. Donc, ce que Venizelos fait, c'est que il fait l'addition de la population des îles déjà grecques, de Mytilini, Imbros, Chios, Samos, Nicaria, etc. Il fait une addition avec l'argument très problématique que les îles font géographiquement et économiquement partie de l'Asie mineure. Et donc, si on donne les îles, on doit donner aussi l'Asie mineure. La résistance des kémalistes provoque des reprisals. Et on a le nettoyage ethnique réciproque. En août 1920, le traité de Sèvres dit que la Thrace orientale est incorporée à la Grèce, la zone de Smyrne, une zone où l'armée grecque était déjà installée et mise officiellement sous occupation grecque provisoire, et un référendum aurait lieu après 5 ans pour déterminer le statut définitif de cette zone. Pas de la Thrace est incorporée, on vote pour le Parlement grec, etc. Le traité de Sèvres a aussi des autres parties, des autres sources aussi. En Kurdistan, en Arménie, etc., il y a des explications divergentes parce qu'il n'y a pas une délimitation concrète de ces frontières dans le texte de la traité. Naturellement, on a accueilli l'accueil de cette traité. C'est très enthousiaste. La Grèce s'est triplée en moins de 10 ans. On voit ici des affiches vénézuélistes. Mais la situation sur place, même dans la zone grecque, d'occupation grecque de Smyrne, on voit ici la statistique secrète grecque. La ville de Smyrne, c'est pas de census. C'est une estimation sur base des données ottomanes. Et la province, on a eu un census normal et on voit que les Grecs, même là, sont à peu près moins de 40%.
Et ça, c'est en 1921, quand une partie considérable de la Provence était déjà désertée par son population musulmane. On énumère beaucoup des agglomérations musulmanes qui sont désertées. Donc, la solution semble être une sorte de colonisation. Et Nikos Kazantzakis, écrivain fameux, alors directeur général du ministère de la Science sociale, assistance sociale grec, propose à Venizelos son programme de colonisation de l'intérieur de l'Asie mineure en guise de répatriement. Mais si on voit les détails, ce n'est pas seulement de répatriement des réfugiés qui sont allés rentrer en Grèce, ils sont allés en Grèce pendant les années auparavant, mais aussi de l'installation des colons grecs qui seront venus du Péloponnèse ou des autres régions destituées en Grèce. Et aussi des réfugiés grecs orthodoxes des parties de l'Asie mineure qui ne sont pas occupés par la Grèce. Par exemple, après la défaite française en Cilicie à la fin de 1920, les réfugiés grecs orthodoxes de cette région sont transférés à Smyrne. Après la défaite électorale de Venizelos, les Alliés changent d'Européens face aussi à la résistance kémaliste et on propose un census sous contrôle international dans la zone de Smyrne et aussi dans la Thrace orientale, qui était pourtant déjà incorporée officiellement dans l'État grec. Le Parlement grec rejette unanimement cette proposition en 15 février 1921 et les arguments principaux des orateurs n'ont rien à faire avec la population réelle de cette région, mais ils parlent des droits historiques, de la mission civilisatrice de l'hellénisme face à la barbarie musulmane, et aussi c'est un discours tellement complètement colonialiste, ça veut dire, et aussi de la puissance militaire comme seule force créative de l'histoire en général. C'est le premier ministre, Limitas Gounaris, qui dit ça. Donc, après le rejet de ces propositions, on a une avancée de l'armée grecque vers Ankara pour en finir avec le chef des bandits d'Ankara, Kemal Atatürk, comme on dit dans le Parlement. Et ça finit par la défaite de l'armée grecque à Sangarios et son retraite dans cette ligne ici. Après, mais la défaite s'approche, tout le monde le connaît, les Anglais savent que l'armée grecque ne va pas survivre l'attaque prochaine de l'armée turque, mais la Grande-Bretagne et les Alliés ont besoin de l'armée grecque là pour faire pression sur le mouvement kémaliste. Ça, c'est clair par la correspondance diplomatique de l'époque. Et l'État grec connaît, les chefs d'État savent très bien que la défaite s'approche dans le front. Presque un quart de l'armée grecque s'est déserté, a déjà déserté. Mais ils n'ont pas le courage que Venizelos pourrait avoir, très bien, de organiser une sorte de règlement qui pourrait survivre. Au contraire, il se prépare à confronter les conséquences en ce qui concerne les vagues de réfugiés. En juillet 1922, moins d'un mois avant l'offensive kémaliste, en loi spéciale, interdit toute arrivée de réfugiés en Grèce sans un passeport normal valablement visé, sous peine d'emprisonnement de leurs complices, c'est-à-dire les propriétaires de bateaux, etc. D'après les mémoires
de réfugiés qui sont venus de l'Asie mineure les mois prochains, le mois suivant, on connaît qu'on pouvait obtenir, pour obtenir ces sortes de passeports, de visas, c'était très difficile et c'était souvent en question du statut social de ceux qui les demandant, et aussi des liens privilégiés avec l'administration d'occupation grecque de l'Asie mineure. Ici, on voit un permis de départ, ici est visé un jour avant que l'armée kémaliste entre à Smyrne. Et dans les mémoires de cette famille, on connaît qu'il y avait des amis et des amis qui ont péri parce que les bateaux ne les prenaient pas, ne les laissaient embarquer parce qu'ils n'avaient pas de permis comme ça, des gens particuliers. Et aussi, on voit ici un télégramme du gouverneur général de Chios, ce même jour, qui propose une interdiction totale provisoire de tout départ des habitants de Smyrne, ou au moins de tous les Grecs de la ville. C'est une semaine avant le massacre. Le débâcle de l'armée grecque avait déjà commencé, quand toutes ces lignes étaient... Et le massacre des Grecs de Lyonie a été utilisé aussi. La raison principale était la peur d'une vague de réfugiés qui pourrait être révolutionnarisée. On est dans une époque où les masses populaires, justement après la révolution soviétique hongroise, les essais de révolution allemande, etc. Et on avait la peur de masse. Et aussi, en seconde histoire, l'armée grecque, comme on connaît, a détruit tout l'intérieur de l'Asie mineure en se retirant. Ici, ce sont des photographies d'Albert Kahn. On peut... Oui, et tout ça a fini par la destruction de Smyrne, la Smyrne l'infidèle, Gauri Smyrne, par l'armée kémaliste à la fin, au commencement du septembre 1942. Merci pour votre attention. Oui, merci à vous, Monsieur Kostopoulos. C'était extrêmement intéressant. Un peu trop de temps, je crois, mais je m'excuse pour ça. Alors, les personnes qui... Vous pouvez arrêter de partager votre écran si vous voulez bien. Oui. Bien. Alors, je vois Madame Vasha Kodouma, que je salue, et qui veut prendre la parole. Tu peux ouvrir ton micro, Vassa? Oui, ça y est, c'est ouvert. Oui, c'est bien. Voilà. C'est bien. Voilà, vous avez dit... Merci. Merci infiniment, Monsieur Kostopoulos, de cette belle présentation. Vous avez dit que vous avez pris trop de temps, mais nous n'avons pas vu le temps passer. Ah oui. Alors, on n'a pas du tout chronométré là, du coup. Donc, vraiment, merci d'avoir parlé en français. Je sais que pour vous, c'était une épreuve. Vous avez bien voulu vous soumettre à cette épreuve. Et je pense que c'était très clair et qu'il n'y a pas eu énormément de... Voilà. Enfin, pour vous, peut-être c'était un peu fatigant, mais pour nous, c'était tout à fait intéressant et sans aucun problème. Écoutez, là, vraiment, donc, vous nous avez présenté des questions d'une complexité infinie, de façon, je dirais, très didactique et qui nous a permis de suivre toute cette histoire malheureuse, bien sûr, sans, je pense, trop de difficultés.
Alors, bon, évidemment, moi, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne vais pas monopoliser la parole, bien que ça risque d'arriver quand même avec les nombreuses questions que j'ai à vous poser. Alors, tout d'abord, je vais dire pour la première partie avec les cartes ethnographiques, bon, vous n'avez pas pu, évidemment, vous êtes en Grèce, vous n'avez pas vu l'exposition, vous avez vu quelques-uns des documents que je vous avais envoyés ou que vous avez peut-être vu dans le catalogue, mais je voulais dire, ce que vous nous avez présenté vraiment est en écho par rapport à ce que nous avons dans la salle d'exposition et ce qu'ont peut-être vu ceux qui sont là aujourd'hui et qui ont déjà visité l'exposition. Alors, je vais faire quelques… Et ça complète, et je pense que, bon, c'est un peu le but de ces conférences aussi, c'est de compléter et d'apporter d'autres éclairages par rapport à ces documents qui sont présentés. Alors, pour commencer, je vais peut-être vous donner quelques échos aussi sur ce que disent les gens quand ils voient les cartes, puisque là, on les a vues dans un ordre, disons, présenté dans leur logique propre, mais c'est intéressant de voir comment le public lui-même réagit par rapport à ces cartes. Donc, dans la salle de l'exposition, nous avons la carte de Zwisch, la première, celle qui est de donc 1913 avec celle qui est imprimée à Gotha. Vous l'avez montré. Nous avons aussi, là vous n'en avez pas parlé, une carte de Ivanov. À côté de Zwisch, nous l'avons mise également de 1913. Et nous avons aussi une carte de Kondoyanis. Alors là, c'est intéressant parce que nous avez même montré la photo de Kondoyanis que moi, je n'avais jamais vue. Donc, je pense que c'est lui. Je m'excuse, ce n'était pas Kondoyanis, Ah, ce n'était pas Kondoyanis. Spiros Stavroulari. Ah, d'accord. Et pourquoi est-ce qu'il est là? Il est là parce qu'il utilise la carte. Ah, je pense. Il est dans le consulat général grec à Salonique. D'accord. Et il est l'organisateur de bandes grecques. Donc, on se réfère à ce village, qu'est-ce que c'est? C'est une référence technique. D'accord, donc on n'a pas la photo de Kondoyan, c'est pas grave, enfin, c'est pas le plus important. Mais par contre, voilà, donc je vais quand même vous dire un peu quelques petites choses autour de ces cartes. Il y a aussi la carte de Huber, le major Huber sur les cultes chrétiens de l'Empire ottoman. Donc pour Zwisch, c'est un petit ajout, c'est-à-dire, et je pense que Michel Sivignon est avec nous. Hier, il était passé à l'exposition et il a remarqué de façon très pertinente ce que moi, je n'avais pas vu, je dois dire, c'est la dimension, disons, c'est-à-dire par rapport, nous, on regarde la carte de Zwisch par rapport aux Grecs, mais il est très intéressant de l'étudier aussi par rapport aux Albanais. Et là, voilà, le professeur Sivignon a trouvé des choses très intéressantes sur le rapport avec, c'est-à-dire le traitement par Zwisch des Albanais. Voilà, c'est un premier point. Alors après, pour Kondoyanis, je voulais dire que, alors nous avons à l'exposition la carte avec les diocèses qui vont par la suite donner lieu à cette réalité des Neschores du patriarcat de Constantinople qui vont passer par la suite en Grèce. Donc, les diocèses de Constantinople, avec signalé aussi les sièges des évêchés de l'exarcat bulgare. Alors, c'est une carte des cultes, c'est une carte religieuse. Je me pose la question, mais bon, enfin, on n'a sans doute pas une réponse absolue à donner. Est-ce que ces divergences ethniques qui n'apparaissent pas initialement sur les cartes, disons, des années plus anciennes, est-ce que et donc, pardon, excusez-moi, sur la carte de Kondoyanis et aussi sur la carte ottomane de 1910-1911, on voit bien la distinction entre les Grecs et les Bulgares, parce qu'il y a donc Grecs patriarchistes, Bulgares patriarchistes, Bulgares exarchistes, etc. Et donc, est-ce que ces divisions-là, alors même qu'elles visaient peut-être à former des groupes qui allaient revendiquer pour les Bulgares une indépendance, est-ce qu'ils n'ont pas exacerbé les distinctions entre des peuples qui finalement coexistaient dans l'Empire ottoman d'une façon
beaucoup plus pacifique que ce que ça a donné lieu par la suite. C'est-à-dire, est-ce que finalement, cette division au sein même de l'Église orthodoxe n'a pas renforcé les divisions ethniques, ce qui n'était pas enfin, c'est, disons, ce que condamne le patriarcat pour philétisme, mais bien avant. Mais là, on le voit dans les faits. Bon, c'est une question que on peut se poser, que je me suis posée, mais peut-être que vous me direz que ça n'a rien à voir. Alors, voilà, et puis une autre petite chose que je voulais vous demander, c'est par rapport à la situation en 1912-1913 en Macédoine. Vous avez parlé de ces communes, de ces villages qui sont rasés en quelque sorte par les armées réciproquement et aussi par l'armée grecque pour ce qui concerne les villages slavophones. On a des cartes dans l'exposition qui sont des cartes du service cartographique militaire grec, donc Cartographiki Pericia Stratou, de la Macédoine des années 1913 en particulier, et on voit les villages avec les cultes. Vous voyez, moi, je fais ma fixation sur les cultes, c'est un peu mon domaine aussi. Et donc, on voit chrétiens, christiani, taf, turki, mikta, donc mixte. Alors, en 1913, l'armée grecque signale les Turcs, les musulmans et les autres, on va dire, mélangés, les mélanges. Mais ils ne signalent pas des Bulgares ou des exarchistes ou des je ne sais quoi. Voilà, donc voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Oui, j'aurai d'autres choses. Je peux répondre à ça? Oui, si vous voulez. Une remarque à faire, parce que c'est très intéressant. Je n'ai pas vu cette carte de culte de 1913. Ça, ce serait très intéressant. C'est militaire, c'est militaire, ça, c'est très intéressant parce que c'est la préparation de ce qui va suivre. Et je crois que c'est de 1913 avant la Seconde Guerre balkanique, ou c'est bien... C'est pas précis sur la carte. Dans une première phase, l'ennemi qu'il faut tenir en compte, c'est les musulmans. C'est ça. Donc, et ils sont trop beaucoup. Ils sont trop nombreux. Donc, il y a un problème. On ne peut pas faire une opération ethnique comme on a fait avec les Slaves exorcistes dans la Seconde Guerre. Il y a aussi cette conception de Venizelos en particulier, que les musulmans seront de très bons citoyens, très dociles, si on sait comment le gouverner. C'est quelque chose qu'il a dit comme député dans le Parlement de Crète. Il a continué à le dire jusqu'à la campagne de l'Asie mineure. Donc, mais aussi, je crois que cette absence de référence aux Bulgares, etc., reflète aussi ce que je dis sur les partis nationaux. C'est-à-dire, il y a un problème à distinguer, parce qu'il y a des gens qui étaient des exarchistes, après ils devenaient des protréchistes, et ils pouvaient revenir à l'exarchat, etc. Donc, on n'est pas sûr de ce qui c'est le bulgare ou le patriarchiste slave. C'est-à-dire ce qu'on appelait les Grecs bulgarophones ou les Grecs slavophones. Et cette statistique, c'est pas statistique, c'est une sorte de note, enfin, en fait, de Konstantinos Mazarakis au commencement de la Seconde Guerre balkanique. Il essaie de distinguer les villages qui sont les villages ennemis, les villages où on a en partie grec, même minoritaire, donc il faut faire attention, ne pas les tuer tout, ne pas les... Où on peut l'utiliser, ce parti, pendant la guerre pour nous indiquer qui sont les autres. Et aussi, même les villages qui sont des chifliques et où les épistates, je ne me rappelle pas comment dire, sont des nôtres. Et donc, ces gens-là peuvent nous indiquer, donc
Et le résultat est que même ces tchifliks qui sont qui appartiennent d'appartenance à des riches grecs de Salonique ou de Constantinople ne sont pas détruits. Tous les autres villages de la région de Kilkis sont détruits. Donc, je crois que cette cartographie pendant la guerre a des buts concrets, de faire distinguer l'ennemi de l'ami. Donc, pas nécessairement ethnique. En ce qui, j'ai parlé de partis nationaux. Et dans la littérature de l'époque, officielle ou pas, et surtout la littérature secrète, c'est-à-dire le rapport diplomatique, le rapport militaire, etc., on parle de partis. Et comme tous les partis, on a un noyau, parfois très dur et très fidèle à la cause, qui est prêt même à mourir pour la cause. On a une périphérie, et une périphérie qui peut être changée de temps en temps, d'après les circonstances, d'après son intérêt personnel, etc. Mais en ce qui concerne, il faut avoir conscience de la taille des différents partis. Jusqu'avant les guerres balkaniques, le parti exarchiste est clairement majoritaire dans les villages slavophones. Le parti grec est clairement en minorité. En 1925, l'armée grecque de la Macédoine centrale et occidentale estime que dans un quart des villages sont des villages pro-bulgares, pro-slaves, on pourrait dire, pour être plus concret. Et il y a des minorités très fortes dans un quart, je crois, et les autres sont des gens plus ou moins différents, on estime. Et en ce temps-là, on dit que ceux qui sont plus ou moins indifférents envers la rivalité gréco-bulgare s'appellent eux-mêmes Macédoniens. C'est ça. Si je pouvais répondre. D'accord. On pouvait discuter, mais ça m'est un peu difficile de m'exprimer dans les détails. Non, mais de toute façon, je pense français. qu'effectivement, ce sont des sujets dont on peut débattre ultérieurement. Mais merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris la peine de répondre de façon détaillée. Voilà, je ne sais pas, Seta, est-ce qu'il y a, je crois qu'il y a d'autres. Il y a M. Feodorakis qui veut dire quelque chose. M. Feodorakis, c'est le président de la communauté grecque qui s'appelle Union hellénique à Marseille. Pierre, c'est à toi, tu peux parler. Bonsoir, Kalispera Seolus. Vous m'entendez? Kalispera. Oui, très bien. C'était un très bel exposé avec de belles cartes. Moi, je ne vais pas vous parler de cartes, je veux juste vous demander, vous avez donné des chiffres sur des régions où vous nous avez dit les Bulgares on estime à tant, les Grecs à tant, enfin, sur différentes régions, vous donnez des chiffres. Est-ce qu'il n'y a pas des peuples qu'on surestimait ou des peuples qu'on sous-estimait à l'époque par rapport au comptage du nombre de gens qui vivaient sur un territoire? Vous voyez ce que je veux dire? En général, il y a ce phénomène de sous-estimation et surtout par les cartographes et les gens qui faisaient des statistiques balkaniques, des États balkaniques intéressés. Là, il y a un trait commun. La sous-estimation est toujours, on la voit, en ce qui concerne les régions où on n'a pas des nôtres. C'est-à-dire, les Bulgares sous-estiment beaucoup les populations grecophones de la Macédoine du Sud. Sud-ouest, on les estime avant 2000, ils sont à 200 000 et ils sont, ou moins, ils sont 300 000, comme je l'ai montré. Donc, le même, on la voit avec les régions de la Macédoine du Nord ou le Nord-Est, en ce qui concerne les statistiques grecques. Ça, c'est exprès parce qu'on veut minimiser la force du rival, mais aussi, c'est quelque chose d'objectif. On n'a pas de gens qui peuvent faire une énumération là. Au contraire, dans les régions où on a
de partis plus ou moins de taille égale et où on a des contradictions très dures, on énumère même au niveau de famille. Il y a des villages comme Nehoru Dagenikei, c'est à peu près près de Salonique, où on avait deux partis plus ou moins égalitaires, où la balance de force changeait de temps en temps, mais on énumère un par an. On peut voir des énumérations famille par famille, genre par genre, dans les archives, de tous les deux côtés, grec et bulgare. Oui, d'accord. Pour la plupart des cas, on a des choses pareilles. Aussi, les cartographies des États balkaniques sous-estiment les musulmans. Voilà, ok. Pour les mêmes raisons. Et oui, aussi, tout le monde sous-estime les Gitans, les Romains, parce que personne ne s'intéresse à eux. Et ils sont aussi plus mobiles. Donc, je crois que j'ai répondu. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup, frère Aristopoli. Je vois que M. Spiros Karavas est avec nous depuis le début, je dois dire. Oui. Et j'aurais bien voulu son intervention. M. Karavas était notre premier conférencier il y a 2 semaines de ça. Et d'ailleurs, j'avais énormément apprécié sa conférence. Et merci d'être avec nous, M. Karavas. Peut-être vous avez quelque chose à ajouter? Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, Madame Seta Theodoridis. Je suis très content d'attendre Tassos Kostopoulos sur un sujet qu'il connaît très bien. Et je veux dire que sur la discussion pour les cartes, parce que l'exposition et tous les discours qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est sur les cartes. Il faut quand même distinguer deux sortes de cartes. Quand on parle de cartes ethnographiques, d'un côté, il y a des cartes scientifiques. Et d'autre côté, il y a des cartes de propagande. Il y a une distinction très sérieuse. Et la question est si l'État grec, si des savants grecs ont produit pendant le 19e siècle ou les 20 premières années du 20e siècle une carte scientifique. Ma réponse est non. Et je suis très clair sur ce point. À partir du moment où l'État grec ou les savants grecs ont commencé à produire des cartes ethnographiques sur les Balkans, c'est-à-dire 1876, on n'a pas produit une carte scientifique. Et les cartes grecques sont l'opposé des cartes européennes ethnographiques. Si on prend Safarik, Ami Boué, Guillaume Lézon, Henri Kipper, Tsvizic, etc., on va voir si on juxtapose les cartes européennes d'un côté, soit qu'il vient
de la France, de l'Angleterre, comme Mackenzie, de l'Allemagne, comme Kieper. Et les cartes grecques de l'autre côté, c'est noir et blanc. C'est l'opposé. C'est tout à fait l'opposé. Deuxième chose, est-ce qu'il y a, à partir de 1800, des années 70, 60, oui, du 19e siècle jusqu'à la catastrophe de l'Asie mineure, est-ce qu'il y a dans l'Europe, soit l'Europe balkanique, soit l'Europe centrale, soit l'Europe de l'Ouest, un gouvernement ou un homme politique qui croit à ces cartes grecques? Ma réponse, c'est qu'il n'y a aucun homme politique qui croit à ces cartes grecques. Troisième chose, et c'est fini. Ces cartes ethnographiques grecques de propagande ont gagné, non pas à l'extérieur, mais ont gagné à l'intérieur de la Grèce. Tout le monde, mais tout le monde, soit le 19e siècle, soit le 20e siècle, soit aujourd'hui, il croit à ces cartes grecques. Sur la prépondérance de l'élément grec dans l'espace balkanique. 9 sur 10 citoyens grecs, ils croient à ces cartes, même aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà. Merci infiniment, Monsieur Karavas. Il y a Monsieur Stelios Moraitis qui dit ceci. Toutes mes excuses, je ne peux pas m'exprimer au micro du fait de la mauvaise connexion. Comme vous avez abordé la question des réfugiés de 1922 qui ont largement permis d'helléniser les régions du nord de la Grèce, je me demandais comment vous appréhendez en tant qu'historien les célébrations du centenaire de la catastrophe l'année prochaine. Merci de votre réponse. Je pense qu'il s'adresse à M. Kostopoulos. Il faut dire que je n'ai pas une image complète de ce qu'on va faire pour les célébrations. Je connais j'ai appris de quelques conférences qui se préparent, etc. Mais je n'ai pas une connaissance complète ou même sérieuse de ce qu'on prépare. Je peux imaginer que la municipalité d'origine réfugiée vont faire de grandes choses pour revendiquer, pour commémorer, disons. Commémorer, pour επανεπιβεβαιώσουν, je me rappelle, leur identité, pour certifier leur certifier, pour dire une fois de plus, pour parler une fois de plus sur leur identité. Mais je crois peut-être des cercles qui ne sont pas nationalistes vont mis le point. Il y a un colloque la semaine prochaine sur la guerre en Asie mineure et l'expérience du soldat grec qui semble être très très intéressant. Je crois que vous pouvez le voir si vous ne l'avez pas écouté. Vous pouvez la suivre en Internet. Mais je ne peux pas me prononcer définitivement parce que je n'ai pas une image complète. Très bien. Sur ça, ce que Spyros Karavas a dit, je veux ajouter que Ion Dragoumis, par exemple, écrivait à son ministère en 1906
que la Grèce ne doit pas produire aucune statistique ethnologique sur la Macédoine et la Thrace. Ça va de même aussi pour les cartes ethnologiques. Parce que la Grèce et le nationalisme grec ne doit pas revendiquer, et ne revendique pas, ne revendiquer en ce temps-là, ces régions, Macédoine et Thrace, comme des pays habités par une majorité de Grecs, ou par beaucoup de Grecs, mais comme des pays historiquement grecs, et aussi comme des pays où l'élément grec était socialement prépondérant, pas numériquement, mais socialement, et où la terre, où une grande part de la terre, appartenait à des riches, Grecs riches. Donc, il dit, nous sommes les propriétaires de la terre, nous et les Turcs, mais les Turcs ne le considèrent pas, ne le prennent pas personne au sérieux parce qu'il y a la question de l'Orient, donc ils sont considérés comme un dominant provisoire, et les Slaves sont les laboureurs. Donc, si le laboureur devient la nation prépondérante, c'est le socialisme, et personne ne le fait. En ce temps-là, dans le temps grec, et Spiros a découvert un mémorandum des philologues grecs de Constantinople en 1878, je crois, où on disait que le problème, la question bulgare, c'est la question socialiste. C'est au Balkan. C'est très intéressant parce que c'est trop tôt. Il n'y avait pas de parti socialiste en Bulgarie à ce moment-là. Oui. Madame C'est après la Vassakodouma. Commune de Paris. C'est après la Commune de Paris et toutes ces peurs de classes dangereuses étaient déjà là. Bien. Je pense que nous allons conclure avec Madame Vassakodouma qui veut prendre la parole. Et Oui, je pense qu'après... Merci, oui, je vais ajouter pour rebondir aussi sur tout ce qui a été dit. Je voulais dire quand même, parce que là, nous avons voulu présenter aussi l'exposition comme une histoire européenne, en plus d'une histoire grecque, en plus d'une histoire balkanique. Je voulais dire, là, récemment, je regardais les cartes qui avaient été rassemblées par cette commission américaine, The Inquiry, qui avait été mise en place par le président Wilson en vue de la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc, dans les documents qui ont été envoyés, qui sont partis avec Wilson dans cette délégation d'experts qui travaillaient justement sur l'Europe au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a toutes ces cartes ethnographiques. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir qu'il y a des cartes ethnographiques de tous les pays d'Europe, évidemment, parce que nous sommes dans une situation extrêmement diverses avec des problèmes, c'est-à-dire on peut commencer par l'Alsace-Lorraine, passer par la Hongrie, l'Allemagne, les Sudètes, enfin il y a l'Europe entière est en train a vraiment été une espèce dans un bouillonnement issu de tous ces problèmes également ethnographiques, créés, disons, je ne sais pas, à peu près un peu moins d'un siècle auparavant, par des théories elles-mêmes très contestables aujourd'hui. Et donc, voilà, je voulais juste rappeler aussi ça, c'est-à-dire ces graves problèmes que nous rencontrons dans cette production cartographique en Grèce et dans les Balkans. Il ne faut pas là non plus penser que, même s'il y a parfois d'autres approches et d'autres résultats, ils sont le lot commun, malheureusement, de tous les Européens de cette époque-là, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Voilà. Et puis d'ailleurs, pour peut-être un dernier mot, je parlais, là on va sortir complètement de l'Europe, un collègue spécialiste du Brésil est venu hier voir l'exposition et il était frappé, il m'a dit, mais au Brésil on a les mêmes cartes avec les Indiens, avec les frontières que les différents pays colonisateurs essayaient de placer en Amérique latine. Et surtout, et je disais, mais les Indiens, comment est-ce que les Indiens déterminent les frontières? Est-ce qu'on ne peut pas les déplacer? Ils disent non, on ne peut pas déplacer les Indiens parce qu'on ne peut pas les trouver dans la jungle. Donc, donc après, on essaye de trouver des solutions pour les contourner. Voilà, enfin bon, c'est peut-être une façon de conclure aussi pour dire que, voilà, malheureusement, ce sont des éléments
que l'on retrouve ailleurs, et notamment dans cette période-là. Voilà. Merci en tout cas à Tassos Kostopoulos, à Spyros Karavas aussi de son intervention, et à tous les, intervenants. Et à la direction de la communauté hellénique de Paris. Oh, merci, Bassa. Les trois dames. Les trois dames, les trois muses, c'est Annick et Marie qui ont préparé cette conférence Zoom. Et, on ne dira jamais assez que c'est quand même toi l'inspiratrice et celle qui a préparé. C'est un travail collectif avec et avec le public qui est apparemment intéressé, donc ce qui nous donne envie de faire les choses. Absolument. D'ailleurs, j'ai rappelé au départ que cette conférence continue encore un tout petit peu plus que ce qui était prévu. Donc, on va jusqu'au 9 novembre. Les jours de semaine, l'exposition est ouverte de 18 à 20 heures et le dimanche de 15 à 18 heures. Alors, voilà, il nous reste encore quelques petits jours. Ceux qui ne l'ont pas vu, dépêchez-vous de réserver votre place. Voilà. Je crois que c'est le mot de la fin. L'image de Vassa s'est figée. Monsieur Kostopoulos, je pense que nous allons mettre fin à cette conférence. Je vous remercie une fois de plus. Monsieur Karavas également. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à cette heure-ci avec nous. Je pense que ces conférences ont été suivies par des personnes qui étaient réellement très intéressées par l'objet. Et donc, voilà, merci à vous tous. À très bientôt.